à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. On va parler du grand oral. Alors dans une première partie, je vais revenir sur l'épreuve pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu ma série de vidéos de l'année dernière. Ensuite, on va détailler ensemble la grille d'évaluation parce que oui, je suis persuadée aujourd'hui qu'on peut avoir 20 sur 20 au grand oral. Et d'ailleurs, l'année dernière, après l'épreuve, vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des DM, à me dire Claire, grâce à tous tes entraînements et surtout en vrai, grâce à tout votre travail, on a eu 20 sur 20 à l'épreuve, on est trop content et tout. Donc oui, je suis persuadée que cette épreuve du bac, c'est une de celles pour lesquelles la préparation va énormément payer et sur laquelle vous pouvez vraiment miser pour exploser tous vos scores et avoir 20 sur 20. Donc on verra comment. Et enfin, dans une dernière partie, je reviendrai sur toutes les questions, ou en tout cas, j'en ai sélectionné qui reviennent le plus souvent au sujet du grand oral. Voilà, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Alors l'épreuve en tout, elle dure 40 minutes qui vont se diviser en deux parties. C'est-à-dire que d'abord tu auras 20 minutes pour te préparer, puis 20 minutes pendant lesquelles tu vas réellement passer devant un jury. L'oral de 20 minutes va lui-même se subdiviser en trois parties. La première partie durant 5 minutes va te servir à préparer une question. Ensuite, il y aura 10 minutes pendant lesquelles il y aura un échange avec le jury. Et enfin, une troisième partie de 5 minutes de nouveau pendant lesquelles tu vas présenter ton projet d'orientation scolaire. Alors, la question de la première partie, eh bien, elle va être choisie par le jury. Cependant, il va choisir que parmi deux questions que tu auras toi-même préparées pendant l'année. Donc, j'imagine que ça fait déjà quelques mois, voire plus, que tu as commencé à préparer les fameuses deux questions que tu vas présenter le jour du grand oral. Donc, ces deux questions doivent traiter de tes deux enseignements de spé. Alors, pour ça, je m'explique. Dans certains lycées, ils obligent, c'est une question par enseignement de spé, ils font pas de sujet transverse. Cependant, dans d'autres lycées, tu as la possibilité réellement de faire l'épreuve comme il est indiqué sur l'épreuve du bac, c'est-à-dire que tu peux avoir des questions qui soient transverses à deux spécialités. Ça va dépendre de tes professeurs, très honnêtement. Mais si tu es candidat libre et que tu n'as pas de professeur pour te guider, sache que tu peux choisir par exemple une question qui traite que d'un de tes deux enseignements de spé, et puis l'autre qui traitera nécessairement de l'autre, puisque forcément tes deux spécialités doivent être représentées dans au moins une des deux questions, mais tu peux choisir que ta deuxième question soit transverse. Donc les possibilités sont quand même très larges et très multiples et tu as vraiment une montagne de sujets que tu peux aborder dans chacune des spécialités. Ensuite, il va y avoir une seconde partie de 10 minutes qui va concerner un échange avec le jury. Alors durant cette partie questions-réponses, le jury va plutôt chercher à apporter des précisions aux propos que tu as énoncés dans cette première partie dans laquelle tu as répondu à ta question. Donc potentiellement, ils vont apporter des contre-arguments qui peuvent te challenger. Alors ça ne doit pas te faire paniquer pour autant parce que s'ils te challenge, rassure-toi en te disant que ça veut dire que tu as déjà marqué des points et qu'ils estiment que tu es capable de répondre et que tu as de la répartie, d'autres arguments. Tu te poses, tu prends 3 secondes pour réfléchir, on tourne 5 fois sa langue dans sa bouche avant de parler et tu relistes dans ta tête un peu les arguments que tu avais préparés parce que oui, on va anticiper cette partie-là. Alors ils peuvent également poser des questions en lien avec le programme de l'enseignement de spécialité, mais alors j'avais lu dans les livres scolaires qu'ils pouvaient poser des questions sur l'ensemble du programme. Dans les faits, les professeurs vont plutôt exclusivement poser des questions en lien avec les chapitres auxquels se rapporte la question que tu viens de présenter. Donc, la priorité, c'est vraiment de réviser les chapitres en lien avec tes deux questions. Ensuite, vient la partie orientation. On ne te demande pas d'avoir un plan de carrière sur 50 ans. Non, non, non. Je suis persuadée d'ailleurs que les professeurs, quand ils avaient ton âge, ne savaient peut-être même pas qu'ils allaient devenir professeurs. On te demande juste donc de nous raconter quels sont les choix que tu as fait sur Parcoursup et surtout pourquoi. Le plus important, c'est de raconter ton histoire. On veut de la vie, on veut de l'émotion et c'est comme ça que tu vas capter le jury. Mais pour ça, on y reviendra juste après. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Durant les 20 minutes de préparation du début, tu as la possibilité de réaliser un support. Mais celui-ci n'est pas obligatoire et d'ailleurs, tu ne vas pas être évalué dessus. C'est très important de le noter. Mais j'ai tendance à vraiment le conseiller, le recommander parce que ça va te permettre à toi, durant la préparation, de te remémorer ton sujet, de te restructurer étape par étape tous tes différents arguments. Et donc, que ce soit une carte mentale ou que tu choisisses de réaliser un schéma, une carte, une frise chronologique, en fait, ça va t'aider même à te préparer à ton oral. Ça ne va pas simplement servir à appuyer tes propos. Ça va t'aider pendant ta préparation. Donc, j'ai tendance à vraiment le recommander. Autre point positif, je trouve, à ce support, c'est que c'est totalement normal sous l'effet du stress. Je rappelle, les profs savent que c'est votre premier oral, donc on se détend. Tout le monde sait que tout le monde est tendu et je suis persuadée que les professeurs peuvent être aussi tendus que toi parfois. Donc, le support peut te rassurer parce que, imaginons qu'à un moment, sous l'effet du stress, tu sais plus du tout où t'en es. Le professeur, lui, il a la carte mentale, il sait exactement où tu en es
est dans ton argumentaire, bam, il te relance et hop, c'est reparti. Donc ça peut t'aider aussi à te rassurer, à te dire au moins, même si je me perds dans mes propos, les profs auront le plan et sauront me relancer. Garde bien en tête lorsque tu vas préparer ta question que le jour J, parmi le jury, il y aura qu'un seul de tes professeurs qui sera en lien avec l'un de tes enseignements de spé. Donc ça veut dire que l'autre professeur, potentiellement, il n'aura aucune notion, enfin on n'en sait rien quoi. Il aura peut-être aucune notion des 2 spé dont tu vas traiter. Donc, bon exercice, quand tu prépares ta question, essaye de te demander est-ce que je vulgarise assez mes propos? Est-ce que je mets à portée mon discours pour qu'un enfant de 10 ans soit capable de le comprendre? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a des mots-clés, des définitions à apporter pour justement mettre à portée le discours. Alors l'année dernière, j'avais réalisé toute une playlist, toute une série de 8 vidéos pour réussir à réaliser tout son grand oral de A à Z. Donc de la création de son sujet dans la première vidéo jusqu'à ma vraie prestation en live dans la dernière. J'ai fait une première vidéo justement qui va vous aider à créer son sujet. Peut-être que certains n'ont pas encore beaucoup d'inspiration et hésitent encore entre 2 sujets ou ne savent pas comment réussir à trouver de l'inspiration tout simplement. Dans la deuxième vidéo, je vous aide à rédiger et à structurer vos propos. Un argumentaire, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des méthodes à suivre et donc je vous raconte tout ça et je vous aide à accompagner cet argumentaire d'un support adapté. Dans la troisième vidéo, je vous donne des conseils pour anticiper les questions du jury, donc la deuxième partie de l'oral, parce que oui, c'est pas parce que ce sont des questions-réponses qu'on ne peut pas les préparer. Sachez que le jury aussi est humain et que donc potentiellement, ils vont manquer d'inspiration. Il y a des questions qui vont revenir bien plus souvent et on peut bien sûr les préparer. Donc, je vous aide également à lister ces questions et à les préparer au mieux. Dans la quatrième vidéo, je vous aide à préparer la troisième partie du grand oral, qui est donc la présentation de son projet d'orientation en mode storytelling à la Léna Situation, puisque Léna, elle est très douée pour raconter sa vie, elle est très douée pour le format vlog, et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser potentiellement cette structure pour capter l'attention du jury, parce que oui, ces vlogs, il y a du travail derrière, faut pas croire. La structure est toujours très réfléchie, elle suit un squelette bien défini, et donc je vous partage les coulisses des vlogs pour que vous soyez capable à votre tour de raconter votre histoire. Dans la cinquième vidéo, je vous donne des conseils sur vraiment l'art oratoire, parce que oui, personne n'est né orateur, on le devient à force de travail et en suivant les bonnes méthodes. Dans la sixième et la septième vidéo, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un professeur qui me donne tous les conseils pour améliorer ma prestation. Parce que ouais, j'ai fait ma prestation devant un véritable professeur en chair et en os, qui m'a d'ailleurs accompagnée pour réaliser toutes ces vidéos, qui m'a énormément aidée, donc merci à lui encore. Et donc dans ces 2 vidéos-là, vous le retrouvez en live pour débriefer de ma prestation et surtout tous les conseils qu'il donne à ses élèves lui-même pour réussir cette prestation. Et dans la 8e vidéo, vous retrouvez ma prestation en live, sachant que j'ai également fait une autre vidéo avec un autre sujet et que cette année, je vais également retraiter de 2 nouveaux sujets. Les vidéos arrivent très vite. Alors, il y a déjà un sujet qui est défini, c'est sûr, parce que je veux traiter d'un sujet en lien avec à la fois les maths et la philo, parce que je sais, tout le monde l'année dernière me disait non mais c'est facile, tes sujets, tu traites de, je sais même plus quelle matière j'avais fait, mais en gros, tout le monde me disait que c'était trop simple, les sujets que j'avais choisis, parce que les maths, c'était super dur, etc. Donc, cette année, j'ai décidé de me challenger. Il y a un sujet en maths qui me tient particulièrement à cœur, donc je vais le traiter cette année. Et pour le deuxième sujet, dans les commentaires, je vous mettrai une liste des sujets, des différents sujets, et on votera celui qui aura le plus de votes, donc de pouces en l'air sur le sujet. Je le traiterai en live dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voter. Comme ça, je saurai quel sujet vous avez le plus envie de me voir traiter. Alors, pour accompagner toute cette série de vidéos, j'ai également créé une méthode pas à pas à suivre pour réussir son épreuve du grand oral sous forme d'un e-book que je vends sur ma boutique en ligne au tarif de 20 €. Donc si tu souhaites obtenir 20 sur 20 au bac et surtout soutenir mon travail, n'hésite pas à aller te le procurer. Donc il reprend vraiment la structure des vidéos, c'est-à-dire que dans l'e-book, tu vas retrouver comment créer ton sujet, tu vas retrouver ensuite comment structurer tes propos, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de détails, des méthodes vraiment appliquées avec des to-do à réaliser. Tu vas également retrouver des planeurs jusqu'au jour J du grand oral pour préparer au mieux ta prestation, et tu vas également retrouver des exemples concrets, donc de support par exemple, mais également de structuration d'argumentaire de différents sujets que j'ai déjà pu traiter sur YouTube. Et quand j'aurai réalisé mes 2 autres sujets, tu recevras également un mail si tu te le procures avec les scripts complets de ces sujets pour que tu comprennes vraiment le squelette en fait de mes sujets. Alors maintenant, plus concrètement, quelle stratégie adopter pour obtenir 20 sur 20 au bac? Parce que oui, pour moi, c'est l'épreuve à laquelle on peut totalement obtenir 20 sur 20 au bac, pour la simple et bonne raison que c'est l'épreuve sur laquelle la préparation va le plus compter. Vous savez sur quoi vous allez être évalué, donc la préparation va être vraiment clé pour que vous puissiez obtenir 20 sur 20. Et vraiment, je suis persuadée que ça reste possible, parce que l'année dernière, j'ai reçu tellement de DM en mode j'ai eu 20 sur 20, j'ai eu 20 sur 20, je suis trop contente, j'ai eu 20 sur 20. Bon, forcément, vous étiez tous extrêmement préparés. Je me souviens, on avait fait des lives tous les samedis, tous les dimanches, toute la
la journée de préparation. C'était totalement gratuit d'ailleurs. Si tu veux aller rejoindre le serveur Discord, on va réitérer l'expérience cette année. Le lien est dans la description. Et donc franchement, c'était une expérience incroyable. Il y avait des professeurs qui m'avaient accompagnée et que du bonus, c'était trop cool. Donc déjà l'entraînement forcément. Et on va surtout se pencher sur la grille d'évaluation parce qu'elle est publique, c'est une épreuve du bac. Et donc en analysant la grille d'évaluation, on va savoir quelles sont les choses qu'il faut faire pour réussir à avoir 20 sur 20. Donc je vous mets tout de suite la grille à l'écran. Il y a différents critères sur lesquels vous allez être évalué. Donc tout d'abord, premier critère, la qualité orale de l'épreuve. Deuxième critère, la qualité de la prise de parole en continu. Troisième critère, la qualité des connaissances. Quatrième critère, la qualité de l'interaction. Et enfin, la qualité et la construction de l'argumentaire. Donc ça fait 5 critères sur lesquels vous allez être noté de 1 à 4. 1 étant très insuffisant, 2 insuffisant, 3 satisfaisant, 4 satisfaisant. Donc déjà, dites-vous qu'il n'y a pas de 0. C'est-à-dire que même si vous ratez totalement l'épreuve, juste le fait d'y être allé et d'avoir participé à l'épreuve, vous aurez forcément au moins très insuffisant sur chacun de ces critères. Donc dites-vous que la note la plus basse au grand oral, c'est 5 sur 20. Donc ça, c'était la partie pour vous rassurer. Maintenant, on va avoir un peu plus d'ambition et on va essayer de voir comment avoir 20 sur 20. Donc là, on est vraiment sur la partie stratégie de la vidéo. Donc pour le premier critère, il s'agit de la qualité orale de l'épreuve. Donc là, vous allez vraiment être noté sur le dynamisme de votre voix ainsi que votre capacité à accrocher le jury et à utiliser un vocabulaire adapté. Alors, voici 2 points qui vont faire que potentiellement, vous n'aurez pas 4 sur 4 à ce critère. Le premier ici, auquel il va vraiment falloir faire attention, ce sont les tics de langage. Donc pour ça, je ne peux vous recommander que de vous entraîner encore et encore, particulièrement en vous filmant, comme moi je peux le faire là maintenant, non pas pour le publier sur YouTube, mais pour vous revisionner votre enregistrement, pour repérer les mots peut-être trop familiers ou les E qui reviennent souvent. Je sais que moi quand j'ai commencé les vidéos, les E, il y en avait, ouloulou. En veux-tu, en voilà, c'était insupportable au montage. Je sais que maintenant j'en fais quasiment plus. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, sous ma caméra, ça c'est les dessous des tournages, j'avais un petit post-it avec écrit E en gros, et puis j'en avais tellement marre de le voir qu'un jour ça a totalement disparu de mon vocabulaire. C'est le fait de faire les montages qui m'a permis d'en prendre conscience. C'est pour ça que je vous recommande vraiment, même si c'est désagréable, de revisionner vos tournages. Deuxième chose qui pourrait vraiment vous porter préjudice, c'est de lire vos notes. Alors, en 2021, je sais que c'était un peu particulier, c'était l'année Covid, etc. Donc ils avaient le droit de prendre leur brouillon. Cette année, pour l'instant, à l'heure à laquelle je publie cette vidéo, il n'y aura pas de brouillon. Donc vous n'aurez pas ce problème de lecture des notes. Mais surtout, gardez en tête que c'est une épreuve orale. Deuxième critère d'évaluation, la qualité de la prise de parole en continu. Alors là, clairement, ça va être une question de est-ce que vous allez respecter les timings ou pas. Ils vont pas forcément vous couper parce que en vrai ça peut encore plus vous perturber, mais si vous respectez pas les timings, c'est là que vous allez perdre des points. Donc par exemple, on s'entraîne énormément en se chronométrant, pas au début, mais après. On va dire vous pouvez vous entraîner au début les 2-3 premières fois sans chronomètre, après vous mettez vite un chrono en place. Si vous êtes entre 4,50 ou 5,10, ça va, genre on n'est pas à 1 seconde près, tu vois, 10 secondes près. Mais au-delà, non, ce n'est pas possible. Il va falloir potentiellement ajouter des arguments ou en retirer. Je sais que si vous êtes là plus tôt, ça va être en retiré. Donc déjà, si vous arrivez à respecter les 5 minutes, vous avez 4 sur 4 au critère numéro 2. C'est pas mal. Troisième critère, la qualité des connaissances. Et c'est quasiment le seul critère, et j'ai envie de dire même c'est le seul critère, qui va juger plutôt le fond que la forme. Donc, ça veut dire que pour tous les gens qui sont en mode non mais en fait j'ai trop peur de pas savoir répondre aux questions, etc. Détendez-vous, ce n'est pas une épreuve pure de contrôle de connaissances, sinon on l'aurait fait à l'écrit. C'est avant tout une épreuve oratoire. On veut savoir si vous êtes prêt et si vous êtes entraîné surtout, puisque c'est quelque chose qui se travaille à présenter à l'oral. Quatrième critère, la qualité de l'interaction. Donc là ça focus clairement sur la deuxième partie qui est l'échange avec le jury. En gros, quand il pose une question, est-ce que vous avez de la répartie? Est-ce que votre réponse est cohérente ou est-ce que vous récitez juste votre cours parce que vous n'avez pas compris? C'est là-dessus que ça va jouer. Donc si vous avez une question à laquelle vous ne savez pas répondre, plutôt que de raconter n'importe quoi, dites que vous ne savez pas, mais vous pouvez potentiellement essayer de faire des liens. Donc par exemple, vous dites je ne sais pas, mais tenant compte du fait qu'aujourd'hui, en 2022, il y a ça, machin, mais tenant compte du fait que telle personnalité publique a dit que, et de cette façon, vous allez avoir un raisonnement à l'oral et en fait la qualité de l'interaction sera bonne puisque même si vous n'avez pas la réponse, on ne vous demande pas de tout savoir, on vous demande d'avoir un raisonnement logique. Donc si vous êtes capable de tirer des conclusions d'hypothèses, de choses dont vous êtes sûr, ça va vous permettre d'avoir 4 sur 4 à cette partie-là. Donc c'est encore un critère qui va plutôt juger la partie forme que la partie fond, même si là, il y a un côté argumentation. Enfin, dernier critère, la qualité de la construction de l'argumentation. Pour moi, c'est un critère qui est essentiel. Le grand oral n'est pas descriptif, le grand oral est argumentaire. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez apporter au cours de votre argumentaire doivent être
des preuves, doivent être des choses, des propos qui vont vous permettre à la fin de répondre à votre question. Ce qui va énormément compter aussi, c'est la structuration de vos propos. Est-ce que vous faites juste une liste de vos arguments sans forcément de sens, ou est-ce que c'est réfléchi? Et ça, on va voir tout de suite après quelles sont les différentes structures que je peux recommander. Donc là, en prenant vraiment critère par critère, on réalise qu'en fait, c'est carrément envisageable de viser 3 voire 4 sur chacun des critères et donc d'atteindre les 20 sur 20. En tout cas, je pense que vous en êtes capable, surtout si vous êtes en train de vous chauffer à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes ambitieux, vous avez de la motivation et que vous êtes prêt à travailler pour atteindre cet objectif. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées par Instagram parce qu'elles ont été très nombreuses. Alors la première question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que l'on peut écrire au tableau? Alors pendant les 5 premières minutes pendant lesquelles tu vas répondre à ta question, c'est non. Non, on ne fait pas ça, c'est un exercice oratoire. N'oublie pas que même si tu écris pendant la suite, ça doit avant tout servir tes propos. On n'est pas sur un cours de dessin. Donc potentiellement, dans la deuxième partie avec les questions-réponses des jurys, potentiellement justement, particulièrement pour les sujets scientifiques, je pense, ils peuvent te poser des questions qui mènent à une équation ou ils peuvent, même sur des sujets SES, etc., poser des questions sur lesquelles ça va être plus simple de répondre par une frise chronologique ou par une carte, par exemple. Mais on n'oublie pas que ça doit servir les propos et que ce qui compte, c'est votre argumentaire et non pas votre capacité à faire des dessins sur un tableau. Deuxième question qui revient souvent, c'est doit-on donner son avis en répondant à la question? L'objectif de ce grand oral, c'est d'évaluer votre capacité à argumenter, persuader, convaincre. Donc, vous allez forcément devoir à un moment vous placer et défendre un point de vue. Cependant, dans la partie argumentaire, donc avant que vous répondiez à la question, en fait, à la fin de votre argumentaire, vous devez absolument penser à présenter les arguments des différentes opinions. Vous ne devez pas vous contenter d'exposer les arguments que vous partagez parce qu'en fait, c'est vous tirer une balle dans le pied parce que dans ce cas-là, derrière, si vous n'êtes pas assez renseigné sur les contre-arguments, c'est sur la partie question-réponse que ça va se ressentir puisque forcément, sur la deuxième partie, les professeurs vont vous tomber dessus parce que eux, ils les auront, les contre-arguments potentiellement, et là, vous serez pris au dépourvu. Donc, on n'oublie pas de désamorcer la bombe en nous-mêmes présentant les contre-arguments puisque de cette façon, ça vous permet de les désamorcer. Et donc, pour s'assurer d'avoir des arguments pour les différents points de vue, il y a différentes façons justement de structurer ses propos. Et donc là, ça va me permettre de répondre à la question comment formuler sa question. Alors, en fonction de la formulation de ta question, tu ne vas pas pouvoir structurer tes propos de la même façon. Et donc moi, je te conseille plutôt justement de partir sur un travail de recherche où tu vas lister tous ces arguments, de structurer tes arguments en fonction de différents plans. Et là, je vais te les énoncer, les plans. Et à partir des plans, je vais pouvoir t'expliquer comment tu vas formuler ta question pour t'assurer que le plan permette de répondre à la question. Et donc ce conseil, il mène plutôt à choisir l'énoncé de ta question tout à la fin, mais c'est pas très grave, tu verras. L'important, c'est déjà de choisir un sujet avant même de choisir une question. Donc l'année dernière, vous avez tous certainement suivi des cours de français, en tout cas je l'espère. Et donc dans vos cours de français, vous avez eu différents plans qui vous ont été présentés. Et bien exactement de la même façon, vous allez pouvoir structurer vos propos en suivant des démarches bien précises. Donc tout d'abord, il y a la démarche dialectique que vous connaissez tous certainement, qui est la fameuse démarche thèse, antithèse, synthèse. Donc là, vous allez pouvoir, dans une phrase, structurer votre argumentaire en disant certes, non, 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 c'est la thèse, néanmoins, non, 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 c'est l'antithèse, finalement, non, 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 c'est la synthèse. Et donc la formulation des questions qui permettent de mener un plan dialectique, ce sont des questions qui commencent par dans quelle mesure, non, 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 ou peut-on dire que. Donc là, j'avais 2 exemples parce que j'ai bien travaillé. Dans quelle mesure l'informatique a-t-il bouleversé nos modes de vie, ou encore peut-on dire que le système éducatif français est adapté aux enfants porteurs de handicap. D'ailleurs, j'adore cette question, je pense que je vous la mettrai en dessous dans les commentaires parce que certainement qu'on y répondra dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y a le plan scientifique qui s'adapte très très bien au sujet donc scientifique, et donc la structure c'est constat, cause, conséquence. Donc l'année dernière, j'avais pour information répondu à un sujet qui était quelles sont les conséquences de la construction d'infrastructures liées à l'activité humaine sur la planète, donc très très écologie. Et donc ce sujet suivait donc une démarche scientifique. Donc la première partie constat sert à décrire le phénomène, ensuite on a la cause qui explique l'origine de ce phénomène, et enfin les conséquences qui sont des explications sur ce que cela entraîne. Et donc les différents mots-clés, c'est en effet quelles sont les conséquences de, ou encore en quoi, comment, par quel mécanisme, ou quel rôle joue. Et donc en fait il y a une multitude de mots-clés qui peuvent donc mener à ce plan scientifique. Par exemple, un autre sujet qui pourrait m'intéresser, que potentiellement je mettrai en commentaire, c'est comment sécuriser ces données sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a le plan comparatif qui est, je
pense franchement le plan le moins utilisé, qui sert justement à avoir différentes parties. Dans chaque partie, on va comparer un élément A à un élément de B. Et donc par exemple, on pourrait dire X est-il Y, donc c'est la formulation de la question. Donc par exemple, les crypto-monnaies sont-elles des vraies monnaies? Ou alors on pourrait dire les NFT sont-elles des œuvres d'art? Ça c'est encore un autre sujet. Et donc de cette façon, vous allez pouvoir élément de comparaison par élément de comparaison structurer vos propos. Donc nécessairement cette démarche, elle va vous mener potentiellement à avoir plus de parties que les autres, mais c'est pas forcément un souci. À l'oral, ça se repère très peu finalement. Alors la question suivante, c'est comment trouver de l'inspiration pour trouver un sujet? Alors ça pareil, c'est une question qui revient souvent. Je vais vous donner une astuce. Sachez que dans vos livres d'enseignement de spécialité, je suis allée voir particulièrement l'édition Magnard ou Magnard, je sais pas comment on dit, il y a des exercices où il y a des petites étiquettes type SVT ou SES ou physique, et en fait ce sont des exercices qui traitent de sujets transverses. Donc par exemple, si vous allez voir dans votre livre de SES et que vous voyez un exercice avec marqué physique, eh bien ça va être un exercice qui va traiter d'un sujet transverse. Ça peut vous donner des pistes. C'est une petite astuce que je peux vous donner qui peut vous inspirer, autre que directement trouver des questions, parce que les questions ça inspire parfois très peu. Là vous pouvez aller voir vos exercices et potentiellement vous rendre compte très rapidement si ça vous intéresse. Sommes-nous censés avoir un sujet par spé? Alors j'y ai déjà répondu à cette question. En gros, tu ne peux pas avoir deux sujets qui traitent uniquement d'une de tes deux spé. Il faut absolument que chacune de tes spécialités soit représentée au moins dans une de tes questions. Donc tu peux choisir de faire une question sur chacune de tes spé, ou que les deux soient transverses, ou que l'une soit propre à une spé, l'autre transverse et vice versa. Mais tu es obligé d'avoir au moins un sujet qui traite de chacune de tes spé. Que faire si je n'arrive pas à faire le lien entre mon sujet et les thèmes abordés dans le programme? Alors, pour ça, je te recommande de faire simplement une recherche Google. Tu tapes nom de ton sujet, donc par exemple, je sais pas, la trisomie 21, plus tu tapes derrière vraiment sujet type bac. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que moi je faisais ça quand j'avais ton âge. En fait nous à l'époque on avait beaucoup de sujets qui étaient justement transverses. Donc ça nous arrivait par exemple de parler de trisomie 21 sur des sujets de proba en maths par exemple. Et donc en fait tu vas tomber potentiellement sur des sujets que nous on a passé à l'époque, puisque moi j'ai quand même passé mon bac en 2012. Et en fait ça va pouvoir t'inspirer. Donc les anciennes annales des anciens bacs vont t'inspirer. Au final je t'assure les programmes ils ont pas changé tant que ça. Autre question, c'est doit-on donner le brouillon que l'on a créé pendant les 20 minutes de préparation au jury, ou est-ce qu'on peut le garder? Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure je crois, mais pendant l'année 2021 c'était un peu particulier, enseignement distanciel etc. Première année du grand oral, c'était un peu le bazar, et donc ils ont été un peu plus laxistes, ils ont accepté que vous gardiez votre brouillon avec vous pour vous aider à pas vous perdre, à mieux apprécier l'épreuve. Alors moi je trouve que c'était une très mauvaise idée, parce que le fait d'avoir un brouillon potentiellement c'est mauvais plan, parce que vous allez passer votre vie à lire vos propos et ça va plutôt vous desservir qu'autre chose. Donc déjà cette année de toute façon, pour l'instant, à l'heure à laquelle je publie cette vidéo, vous n'avez pas le droit de garder votre brouillon, mais si tu parles du support que tu auras préparé, oui, tu dois le fournir au jury. Tu peux pas le garder avec toi. Mais bon, en même temps, t'es pas très loin du jury, potentiellement, juste voir ta feuille et voir les couleurs, je ne sais pas, peut-être que ça pourra t'aider. Mais non, officiellement, tu n'as pas le droit d'avoir de notes. C'était ça la question. Dernière question et on aura terminé. Est-ce que l'on perd des points si on ne sait pas répondre à une question? Alors, on l'a vu un peu en analysant la grille, j'ai envie de te dire non. Il n'y a qu'un seul critère qui juge des connaissances, et en plus, tu pourras toujours t'en sortir. Parce que justement, ce qu'ils vont plutôt juger, c'est ta capacité à rebondir et ta capacité à avoir un cheminement de pensée. Donc pas d'inquiétude, ça va bien se passer, on se déstresse. Prépare-toi à toute éventualité. Demande à tes potes par exemple de te poser des questions sur ton sujet quand tu t'entraînes, et ça va t'aider à rebondir, ça va t'aider à avoir de la répartie. Mais ne t'inquiète pas, tu ne sais pas, il vaut mieux que tu le dises. Tu as le droit de ne pas savoir. C'est même très très rare les gens qui sont capables de reconnaître quand ils ne savent pas, et je trouve que c'est plutôt une qualité. Mais n'oublie pas que derrière il faut enchaîner sur un cheminement de pensée, c'est ça qu'on cherche à évaluer. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'avec cette vidéo vous aurez compris et pris conscience qu'il est totalement possible avec une bonne préparation d'avoir 20 sur 20 au grand oral, vraiment j'en suis persuadée. J'ai reçu tellement de DM l'année dernière en mode j'ai eu 20 que je sais que c'est possible. Il suffit d'avoir la bonne méthode, d'être bien préparé, et surtout j'ai envie de dire de prendre confiance en soi. Vous en êtes capable. Si vous vous préparez comme il faut, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, bien au contraire. C'est une des épreuves où je pense que la préparation paye le plus, donc on se rassure, on se prépare. C'est le moment de tout donner. Parcoursup est passé, on passe au grand oral, là c'est parti, on vise les bonnes notes au bac. Donc on n'oublie pas d'aller voter pour le sujet que vous souhaitez que je traite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. This story